Donc, ici, on est dans les locaux de l'école Cube, donc on propose des formations de no-code et IA. Le groupe Cube n'est pas seulement une école, hein, on a aussi une agence. Et du coup, j'ai le plaisir aujourd'hui, pour ce nouveau meet-up, d'accueillir des collègues à cette table ronde, puisque effectivement, Mehdi et Marie-Gaëlle font partie de l'agence Cube qui est juste à côté. Alors, on a pas mal de nos alumni, de nos apprenants qui nous disaient mais que font ces personnes au bout du couloir? Donc, c'est l'occasion d'avoir toutes vos réponses ce soir. Puisqu'on va parler no-code, on va parler de projets no-code surtout. Voilà, ce qui revenait souvent, c'est d'avoir besoin de voir des choses, des projets réels, concrets qui sont réalisés, qui sont mis en production. Nous, ça fait 5 ans qu'on existe sur la partie agence, donc on a été amené à créer plus de 250 projets pour des clients, des startups, des plus grands comptes. Donc on voulait un peu profiter de ce temps-là pour vous partager des éléments de cette expérience accumulée depuis 5 ans, notamment avec Marie-Gaëlle et Mehdi. Rendre la chose aussi concrète, c'est-à-dire vous partager des exemples de projets qu'on a sélectionnés, et aussi de faire le tour un peu du développement no code, les défis, les réussites, en transparence pour répondre à vos questions. Et on organisera à la fin de toute façon un petit échange pour partager. Avant de démarrer, peut-être, je vous propose de vous présenter comme d'habitude, rapidement, un petit parcours et ce que vous faites chez Cube. Yes, avec plaisir, bonsoir tout le monde. Du coup, Marie-Gaëlle, je suis Project Manager chez Cube depuis maintenant 2 ans et demi. Donc mon rôle, globalement, ça va être d'être au contact direct avec le client, de pouvoir identifier ses besoins et de comprendre quelles sont les directions dans lesquelles nous, on pourra justement l'accompagner avec les solutions qu'on peut proposer. Et de pouvoir aussi travailler avec les équipes de production directement pour justement délivrer un produit qui sera de la meilleure qualité. Parfait. Bonjour à tous, Mehdi. Donc, j'ai rejoint Cube il y a maintenant presque 4 ans en tant que 2e salarié de l'agence. J'ai un background où en sortie d'école, j'ai lancé mon projet entrepreneurial. Donc je connais pas mal les sujets de nos clients. Et ensuite j'ai fait une formation Le Wagon, donc plutôt sur le code tradi, et j'ai rejoint Cube par la suite, donc depuis 4 ans en tant que chef de projet. Ensuite on a construit tout le pôle projet, on a travaillé sur les process, etc. Aujourd'hui on est suffisamment mature sur ces sujets, et en 4 ans c'est 250 à peu près projets, des secteurs hyper différents, des projets toujours assez novateurs. Et des typologies de clients qui sont vraiment différentes, du lancement de projet aux entreprises plus établies. Donc voilà. Puis aussi une variété peut-être de secteurs. Ouais, pas mal de secteurs différents. On parlait d'immobilier. On parlait d'immobilier, on a fait de la crypto, on fait beaucoup de choses. Et c'est ce qui est hyper intéressant dans ce métier-là, c'est qu'on se renouvelle sans cesse. Et nous, avec Marie-Gaëlle, on apprend beaucoup parce qu'en fait, on a besoin de comprendre aussi les enjeux de nos clients pour pouvoir derrière faire les meilleures recommandations possibles. Et c'est ce qu'on aime dans notre métier. Donc voilà. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Du coup, j'ai demandé à Mehdi et Marie-Gaëlle de sélectionner un projet phare, parce qu'on n'aura pas le temps de tous les voir évidemment, qu'ils ont conduit, accompagné depuis un certain moment. Donc on va vous les présenter, on va déjà partir là-dessus, et puis après on échangera plus sur les défis, les réussites autour de ces projets. Alors, on commence par toi, Mehdi. Ouais, on a sélectionné deux projets. Donc le premier c'est ITF, la Fédération internationale de tennis, qu'on accompagne depuis, pour être tout à fait honnête, c'était mon premier projet quand je suis arrivé chez Cube, donc ça va faire un peu plus de 3 ans qu'on les accompagne. Pour rappeler un peu le contexte, donc c'est typiquement la grande, une belle PME, une belle boîte, donc qui est assez bien établie, mais qui pour le coup gérait tout sur du spreadsheet, donc du Excel. Et l'intérêt c'était vraiment de récolter pour la Fédération internationale de tennis l'ensemble des données tennistiques, je dirais, de tous les clubs qui appartiennent à la fédération. Donc c'est à peu près 130 pays. Et donc dans chacun des pays, je crois qu'au total on est à peu près à entre 8000 et 10 000 clubs. Donc à l'époque, ils récupéraient la donnée des activités tennistiques, soit par mail, soit par WhatsApp, soit par SMS. Enfin, c'était vraiment un peu compliqué pour gérer tout ça. Beaucoup de trous dans la donnée. La donnée n'était pas du tout fiable. Donc nous, on est arrivé dans un premier temps sur vraiment de la logique. Comment est-ce qu'on peut les accompagner en réflexion produit, en optimisation de process, qui nous a permis vraiment de réfléchir à
on va construire ensemble un outil, mais comment est-ce qu'on peut améliorer ces process et optimiser ces process pour être certain que la donnée, qui est le cœur de votre activité, puisse remonter, puisse être fiable et puisse être réutilisée par la suite. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé cette plateforme, donc il y a maintenant 3 ans sur une V1. On continue toujours de les accompagner mois après mois. Donc on a fait pas mal de sujets pour qu'en fait cette plateforme qui au départ était vraiment ce qu'on appelle en stand-alone, elle vivotait un peu toute seule, qu'on puisse la connecter vraiment à l'écosystème complet de la Fédération internationale de tennis. Très rapidement, on a 4 typologies d'utilisateurs. On a des admins qui vont gérer toute la plateforme, donc qui sont généralement les personnes qui sont à la Fédération internationale de tennis. On a des responsables de région, donc chaque région, Europe, Afrique, etc., a un responsable. La même chose pour les responsables de pays. Chaque pays a un responsable qui est en charge de valider les données qui sont partagées par la dernière catégorie d'utilisateurs, qui sont ce qu'on appelle les data providers, qui sont en fait les coachs qui travaillent dans les différents clubs de la fédération, des différentes fédérations, et qui vont venir partager la donnée avec leurs responsables de pays. Donc en fait, chaque utilisateur a une responsabilité. Le data provider, c'est vraiment de partager sa donnée sur son club. Le responsable de pays, c'est de venir valider que la data est fiable et que c'est une data sur laquelle on peut s'appuyer. Le responsable de région, c'est vraiment de se dire bon, ben, où est-ce qu'on se situe en termes de données par rapport au mois précédent et par rapport aux objectifs qu'on a. Et ensuite, on a l'admin qui est là pour vraiment gérer toute la plateforme. Donc ça fait pas mal d'écrans, pas mal de typologies d'utilisateurs différents. Et on est hyper content de les accompagner parce que déjà c'est un beau nom et qu'on aime bien pour le coup. C'est un secteur qui est assez atypique, le secteur du sport, et on est hyper content de les accompagner depuis maintenant 3 ans et demi. Et en termes de KPI, ce qui peut être aussi intéressant à ressortir, c'est vraiment le KPI maître de ce projet, c'est combien de temps on leur a fait gagner dans un premier temps, et donc ça, ce temps-là, on a divisé, je pense, le temps par au moins 10 sur le temps passé par les responsables de pays à gérer la donnée, parce que maintenant elle vient directement de manière centralisée sur la plateforme. Et c'est aussi la faculté à développer quelque chose, des nouvelles fonctionnalités rapidement pour pouvoir faire en sorte que leur process et que l'ensemble du business puisse évoluer aussi par rapport au retour qu'ils ont du terrain. C'est plutôt assez rapide comme overview, mais c'est un gros projet, donc voilà. Ouais, on aime beaucoup ce projet parce qu'effectivement, souvent on entend dans le no-code est réservé au MVP, au prototype, etc. Alors ce projet, on l'a peut-être pas dit, mais il a été développé sur Bubble du coup exclusivement. Et en fait, montre la force aussi de ces technologies-là pour créer des applications sur mesure qui passent à l'échelle avec beaucoup d'utilisateurs et aussi qui s'interfacent avec le système d'information de l'organisation de l'entreprise, ce qui est le cas ici, puisque effectivement, à l'échelle de la fédération de tennis, ils ont aussi un SI et donc il fallait s'y connecter. Donc c'est un beau projet, félicitations Mehdi pour ce projet depuis ces longues années. Et après peut-être un KPI qui peut être intéressant, et je pense que Marie-Gaëlle pourra le partager aussi sur son projet, on en reparlera probablement après, c'est la faculté à aller vite dans le développement, dans le delivery. Sur un MVP, alors là pour le coup on est assez loin du MVP initial qu'on avait, mais c'est quelque chose le premier MVP, on a dû le shipper en peut-être un mois. Donc ça nous permet quand même de rapidement avoir un résultat et surtout de le mettre entre les mains d'utilisateurs. C'est ce qui est hyper important sur ces technos, c'est de le mettre entre les mains d'utilisateurs, de récupérer du feedback pour derrière pouvoir itérer et améliorer la plateforme. Et on est vraiment loin je sors l'outil parfait qui est basé uniquement sur des hypothèses, et en fait quand je le mets entre les mains d'utilisateurs réels, je m'aperçois que il y avait beaucoup de fausses pistes. Donc c'est vraiment tout l'intérêt du no-code, et c'est l'exemple parfait du projet qui peut être mené sur ces technos-là. Donc l'ITF, c'est une grosse organisation. Maintenant, on va parler plus innovation avec toi, Marie-Gaëlle. Oui. Je te donne la main Yes. pour parler de Enki. Ouais, merci. Et du coup, la notion d'itération, je pense, est hyper intéressante, notamment pour ce projet, parce que pour le coup, là, on est également sur un projet qui a été développé uniquement sur Bubble. L'idée, c'est de mettre en avant une marketplace, du coup, pour de l'aménagement de bureaux. Donc les clients, en fait, sont amenés à se retrouver sur une marketplace sur laquelle ils peuvent sélectionner un certain nombre d'items qu'ils souhaitent sélectionner pour aménager leur bureau. On a plusieurs types de formules, ce que vous pouvez voir là, c'est qu'on a une formule de leasing, on a une formule d'abonnement, on a une formule d'achat. Donc en fait, l'utilisateur peut directement sélectionner la formule qui lui correspond le plus, et derrière tout ça, on a tout un système justement de gestion
donc plutôt de RP, pour que les équipes internes de Enki puissent encoder tous les éléments qui vont permettre de créer des produits et notamment de les créer de manière très personnalisée. C'est ce que vous voyez là, on peut choisir jusqu'à la couleur, la matière, du siège, du cuir, de l'armature de la chaise, etc. Donc tout ça, il y a eu tout un défi effectivement d'encodage et faire en sorte que ce soit UX-friendly et utilisable avec les équipes. Pourquoi je parlais d'itération? Parce qu'initialement, Enki du coup se positionnait sur ce core business et ils ont tout développé sur Bubble. Nous, on est intervenu plutôt pour faire une refonte de l'application, donc refonte totale. Parce que là, on était sur un fondateur qui avait créé son application, il s'est rendu compte que techniquement, au bout d'un moment, il arrivait à certaines limites. Et l'idée, c'était de se dire que lui, il avait peut-être d'autres choses à faire, donc se dégager du temps. C'est là où Cube est intervenu pour pouvoir l'aider à se dégager du temps et notamment refaire une plateforme qui soit plus efficace et qui réponde aux besoins. Et du coup, entre-temps, il s'est aussi rendu compte qu'il y avait une verticale qu'il n'avait peut-être pas identifiée au départ au lancement de son business, qui est l'investissement. Et c'est ce qu'on va voir juste ensuite. Donc là, on est encore dans la partie encodage. Donc vous voyez, on voit vraiment chacune des possibilités qui ont été vraiment rentrées à la main par les équipes et qui permet en front ensuite d'avoir une marketplace qui est très bien faite, très propre et dans laquelle le client peut venir sélectionner tous ces éléments. Sur la partie encodage, ce qui est intéressant sur ce projet, c'est le nombre de variables qui sont possibles, ce que disait Marie-Gaëlle. Souvent, effectivement, les techno-no-code, on se dit, bon, est-ce qu'on n'est pas en limité en termes de structure de base de données, etc. Enki, je crois que c'est je pense qu'on a dépassé le million en termes de records dans la base de données, parce qu'en fait, il y a tellement de variables associées à un produit, que ce soit des couleurs, de la matière, etc. On peut faire tellement de combinaisons différentes qu'en fait on est obligé derrière d'agréger de la donnée assez conséquente en base de données. Donc même ça, à partir du moment où la donnée est bien structurée, on va pouvoir quand même on va pouvoir scaler de manière assez importante sur le projet. Et c'est ce que vous avez certainement pu voir sur la fin de la vidéo, sur une seule variable qui est la couleur, on a plus de 56 options. Donc imaginez-vous ça sur du coup des milliers de produits qui sont référencés dans la plateforme. Donc là, en termes de base de données, effectivement, on prouve encore une fois une efficacité du no-code et peut-être une limite que certains pourraient envisager ou pourraient craindre, qui en fait est dépassée lorsqu'on a une bonne logique de développement derrière. Et donc je le disais, le fondateur a identifié une verticale qui est l'investissement. Et donc via cette première plateforme sur laquelle il avait proposé une marketplace, il s'est rendu compte qu'il y avait la possibilité effectivement de mettre en avant des projets d'aménagement sur lesquels des personnes comme vous et moi pourriez venir investir. Donc c'est-à-dire demain je souhaite meubler ces bureaux, j'en ai pour 150 000 €. Enki va proposer le financement à des personnes qui vont pouvoir venir investir. Et donc, derrière, il y a toute une logique légale, parce que l'investissement, on ne peut pas faire n'importe quoi avec quand on parle d'argent. Ce n'est pas une banque, donc ils n'ont pas le droit de conserver de l'argent. Il y a toute une notion de contrat, là c'est ce que vous pouvez voir, donc avec des contrats qui sont générés, qui sont directement signables sur la plateforme, et ensuite un système de paiement. On est sur des gros montants. Il y a un enjeu aussi du UX et de confiance pour faire en sorte que les utilisateurs se sentent confiants de mettre leur numéro de carte bleue ou leur RIB sur une plateforme qui potentiellement... pour eux, enfin sur laquelle ils n'avaient pas forcément l'existence. Donc là, on voit pas mal d'enjeux et notamment l'intégration, du coup, que Mehdi avait commencé à vous évoquer avec l'intégration d'outils internes. Là, on est plutôt sur des outils externes qui nous permettent d'avoir une expérience uniforme sur une plateforme unique. Juste pour l'histoire avec Cube, cette partie investissement, c'est une partie qu'on a développée from scratch en quelques mois. À la suite de la rencontre avec cet entrepreneur. Aujourd'hui, on est déjà à environ 10 000 € de cashback, donc en fait d'intérêts qui sont reversés aux utilisateurs, donc aux personnes qui ont investi. Donc voilà, un beau succès et qui va continuer. Et je crois savoir que quelques personnes sont investisseurs dans notre projet. Et donc aussi un projet qu'on aime bien, parce qu'effectivement, il montre aussi l'intérêt de Bubble, d'un entrepreneur qui démarre sur sa V1, son premier produit. Il a fait beaucoup de choses. Hein. C'est un entrepreneur acharné qui avait déjà monté une première version assez solide. Mais on peut aller plus loin, effectivement. Autour de Bubble, on apprend tous les jours, il y a des bonnes pratiques à acquérir, mais effectivement, on peut pousser des applications avec beaucoup de volume et beaucoup de complexité, notamment, effectivement, on l'a vu sur les variantes. Ouais. Et je pense que ce qui est vraiment intéressant avec ce projet, c'est de se dire qu'effectivement, le no-code permet certainement de faire beaucoup de choses de ses propres mains, mais qu'il y a quand même une logique, quand on veut scaler,
une logique qui est intéressante et c'est là où l'agence justement peut avoir sa valeur ajoutée parce qu'on a des experts qui sont pour la plupart des ingénieurs et qui vont justement réussir à faire en sorte de créer des bases de données et des structures qui soient scalables et qui permettent d'aller beaucoup plus loin que le premier MVP. Donc le no-code paraît magique, comme ça, on va parler aussi des défis qui l'accompagnent. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser à la fin évidemment sur les projets. Alors peut-être une question plus générale, donc on a vu des projets start-up, des projets plus grands comptes, etc. Aujourd'hui, ce qui est intéressant de savoir, c'est avec l'expérience de ces 5 années, dans quel cas le no-code fonctionne bien, dans quel cas il apporte vraiment de la valeur, et pourquoi le no-code finalement, cette fameuse question. Qu'est-ce que vous pouvez retirer de ces années d'expérience et dans quel cas ça fonctionne très bien? C'est une question assez large parce que nous, historiquement, l'agence s'est plutôt lancée sur de l'innovation, c'est-à-dire on accompagnait les clients sur du lancement de projet. Ça a marché plus simple au départ pour se lancer. Sur cette typologie de marché, mais on le verra aussi sur les plus grands comptes, ce qui est hyper intéressant, encore une fois, c'est de l'entrepreneuriat. Si je veux lancer rapidement mon projet, je veux rapidement avoir des résultats, et à un coût moindre que si je partais dans du code traditionnel, qui sera beaucoup plus lourd en termes de développement, en termes de temps, en termes de maintenance. Là, on est sur des stacks où en fait la courbe d'apprentissage est quand même plus simple à gérer. Et donc le lancement de projet, c'est évident que c'est un bon use case pour du no-code. Ensuite, le piège dans lequel on peut facilement tomber, c'est se dire le no-code, il est uniquement utile dans ce type dans ces cas-là. Et en fait, nous, on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure des années et d'expérience qu'on a acquis, on a un peu changé de direction, tout en gardant effectivement cet accompagnement de lancement de projet vers des plus grands comptes. Au départ, c'était des PME, on a vu l'ITF où effectivement on est sur quand même une boîte bien établie, contrairement pour le coup à Enki où c'était plutôt l'entrepreneur qui s'était lancé au départ. Et là en fait on se rend compte mois après mois, et ces derniers mois ça a été vraiment le cas, où on va vraiment commencer à travailler avec des grands comptes, donc des grands comptes, plusieurs milliers de salariés, etc., qui ont envie donc soit effectivement de pousser un côté innovation dans leurs équipes, mais en tout cas le résultat est toujours le même, c'est j'ai envie d'innover rapidement, j'ai envie de déployer quelque chose rapidement, parce qu'en fait je me rends compte que si je pars dans du développement qui va durer 2 ans, en fait je vais arriver sur des écueils auxquels je ne m'attendais pas, et c'est toujours un temps perdu. Donc en fait au départ c'était vraiment partie lancement de projet, et là on s'est rendu compte que même chez ce que nous on appelle des enterprises ou des corporates, et bien en fait on arrive à les adresser. On en parlera peut-être plus tard, mais c'est pas les mêmes technos, il y a aussi une logique de techno. Des technos sont bien... en fait, chaque techno va avoir des pros et des cons, donc en fait, chaque techno va s'adresser à un bon use case. Et donc, c'est aussi l'expertise de l'agence de dire, j'essaye de comprendre votre besoin, les détails, votre vision long terme, et derrière, moi, je vous propose la meilleure techno pour votre use case. Donc ça, c'est hyper important à avoir en tête, mais effectivement, le côté delivery rapide, il est important à la fois sur du lancement de projet, sur du corporate. Et peut-être rebondir là-dessus, traditionnellement, effectivement, spécifiquement pour une grande entreprise qui a des projets informatiques d'ampleur, elle va toujours être confrontée à un dilemme, c'est-à-dire elle va soit build, soit elle va buy. Donc build from scratch une solution, alors généralement à l'époque ça a toujours été comme ça, on développait avec du code traditionnel, soit on va buy une solution SaaS sur étagère qui va répondre à peu près aux besoins. Donc build, l'intérêt c'est que c'est totalement custom, l'inconvénient c'est que ça coûte très cher, notamment avec des ressources de développeurs, des grandes équipes, et donc les projets coûtent des millions d'euros très rapidement. Le buy, ça coûte moins cher généralement, mais par contre c'est très peu flexible. On va faire avec l'outil et avec les possibilités de l'outil. Le no-code a introduit une vraie nouveauté là-dedans, puisqu'on a la capacité de faire du sur-mesure, mais pour le coup, plus rapidement, avec des ressources qui sont moindres. Donc on vient finalement prendre le meilleur des deux mondes, et on va pouvoir créer finalement ses propres outils métiers. C'est pour ça on croit beaucoup à la création d'outils métiers pour des grandes entreprises qui apportent beaucoup de valeur, mais sur mesure. C'est-à-dire qu'on va éviter d'aller dans l'écueil des SaaS, où souvent on va payer pour beaucoup de fonctionnalités alors qu'on n'en utilise
un petit rapport. Donc ça, je pense que c'est important. C'est le changement qu'on a vu là ces derniers mois, c'est effectivement beaucoup de grandes entreprises qui utilisent des SaaS et qui justement se sentent un peu loquées sur le SaaS, et ça coûte très cher, même sur le long terme. Et en fait, elles se rendent compte qu'elles ne peuvent pas faire avec ce SaaS tout ce qu'elles souhaiteraient. Chaque entreprise a ses process bien établis et bien spécifiques. Et en fait, les SaaS ne répondent pas toujours à ces process. Ou inversement, on a tous l'exemple par exemple de Jira où effectivement on utilise 10% de la capacité de l'outil tout en payant des frais qui sont énormes. C'est un bon exemple pour le coup. Nous en interne on passait sur la gestion de projet, je ne sais pas si ça parle Jira à tout le monde, mais c'est un outil qui vous permet de gérer du produit et du projet. C'est un mastodonte sur le marché. Et en fait, nous, on passait par Jira, mais on se rendait compte qu'effectivement, il était un peu trop lourd pour la taille de notre boîte. Et donc, on a fait notre propre outil sur Airtable, donc qui est un des outils de l'écosystème NoCode. Et ça fait un an et demi qu'on utilise cet outil, qu'on fait évoluer constamment, et en fait, qui répond parfaitement à nos besoins. Comme pour les étudiants de l'école, on était à l'origine sur un SaaS. Très connu du marché, et on a pris la décision de développer nous-mêmes notre propre LMS, donc finalement un système de contenu pédagogique pour suivre les cours pour nos apprenants, sur mesure du coup sur Bubble, et on l'a redéveloppé en un mois. Donc c'était une vraie fierté, dans cet exemple c'était pour nous un vrai apport puisque c'était beaucoup plus économique et surtout sur mesure par rapport à nos process. Et on en a beaucoup, notamment dans la formation, et donc c'était important pour nous d'avoir cet outil. Donc ça, c'est vrai que cette partie sur mesure, rapidement et avec moins de ressources, c'est un vrai avantage selon moi. Oui, totalement. MJ, est-ce que tu as des choses à... Non, je pense que là, sur cette question, on a fait le tour. Effectivement, pour moi, c'est avant tout les 3 arbitrages entre le build ou le buy qui est hyper important. Et ensuite, ça va être effectivement les typologies peut-être de projets qui peuvent être accompagnés. Là, vous avez eu 2 bons exemples. Donc plutôt le projet corporate ou le projet scale-up, du coup, qui se retrouvent avec des processus qui sont souvent éparpillés dans les têtes de différentes personnes, sur des Google Sheets, dans des carnets, etc. Donc beaucoup de choses en fait qui sont très éparpillées. Et ce que le no-code permet, ça a pas mal d'enjeux dont on va parler, desquels on va parler ensuite. Mais en tout cas, on arrive avec une approche rapide, efficace, et qui permet ensuite de dérisquer en fait un business en venant rationaliser les process, en faisant en sorte que tout soit centralisé sur un outil, que les équipes puissent être onboardées dessus, que cet outil soit UX-friendly, bien pensé, pour leur permettre justement de gérer leur quotidien. Et ensuite, donc ça c'est plutôt le ITF que vous avez vu, et ensuite on a le côté plutôt start-upper, entrepreneur qui a envie de valider des hypothèses, de mettre un outil dans les mains de ses clients assez rapidement, et donc le no-code est aussi une très bonne solution pour justement aller valider ces hypothèses un petit peu dans l'esprit du Lean Startup. Alors maintenant, on va parler un peu des outils, parce qu'il y en a plus de 1000 référencés, même je pense plus honnêtement, parce qu'il en sort toutes les semaines. C'est vrai que dans l'agence, on a un petit peu nos favoris qu'on a sélectionnés depuis des années pour pas mal de raisons, et on continue à être en veille constante sur les nouveaux outils parce qu'il en sort beaucoup. Et surtout, ce qui est important dans le no-code, c'est que ces outils évoluent très vite. Bubble, il y a 5 ans, n'est pas le Bubble d'aujourd'hui. Il a énormément évolué sur plein d'aspects, ils ont rajouté des fonctionnalités, ils ont embarqué de l'IA, ils ont amélioré la performance. Donc c'est très important pour nous d'être en veille. Du coup, on va parler un petit peu outils. Et sur ces 2 cibles, finalement, deux personas, donc à la fois l'entrepreneur, la start-up, puis les plus grands comptes, c'est quand même on le sait par l'expérience que c'est quand même 2 environnements très différents. Les outils ne sont pas forcément les mêmes. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo sur les meilleurs outils, en tout cas les outils que vous préférez sur ces segments? Nous, on a choisi de les découper plutôt en no-code, low-code. Ok, ça me va. Du coup, bon, sans surprise, Bubble, vous avez pu le voir, les 2 projets présentés ce soir étaient développés sur Bubble. Bubble qui est un outil qui permet, en fait, je pense qu'il y a des capacités infinies, et parfois nous on est surpris aussi sur ce qu'on est capable de faire. Dernièrement, juste pour la petite anecdote, on a sorti un job board TikTok, donc en Bubble, comme quoi on peut aussi faire du réseau social ou autre sur ce genre de techno. Après, Mehdi va peut-être approfondir ce point, on a dû injecter un petit peu de code. Donc comme quoi les 2 sont complémentaires et permettent de pousser les limites. Donc Bubble, sans aucun doute,
Il y a Airtable qui est hyper intéressant, qui a peut-être des usages un petit peu différents. Bubble a la capacité de proposer des fronts, comme vous avez pu le voir, qui sont très qualitatifs, qui sont très UI, sur lesquels on peut onboarder des clients, des externes, donc plutôt des choses en B2C. Et c'est très agréable d'évoluer dessus, ça a une très bonne performance, surtout qu'il n'y a pas de latence ni quoi que ce soit. Les utilisateurs évoluent très facilement et de manière fluide. Là où Airtable est peut-être plus limité en termes d'interface, dans le sens où c'est des interfaces qui sont plus rustiques, mais qui permettent par contre un usage peut-être plus efficace, donc plutôt des usages internes, process. Et enfin, le dernier que j'aimerais citer en tout cas, c'est Make. Make est un outil très puissant, peut-être que certains d'entre vous connaissent encore Zapier. C'est un outil similaire. Make s'appelait anciennement Integromat. Et c'est un outil qui permet de faire des automatisations. Alors il faut savoir que toutes les plateformes aujourd'hui, nos codes proposent de faire des automatisations, mais si on souhaite aller plus loin et justement pousser l'outil un petit peu plus dans ses retranchements, Make nous permet de faire beaucoup de choses en créant des connexions de toutes pièces et en allant créer des automatisations. Je vous prends un exemple tout simple. Voilà, c'est l'événement d'aujourd'hui. Je pense que Thomas ne vous a pas envoyé un mail à chacun, évidemment. Donc, il a une liste de contacts, les mails partent, vous avez des invitations, ensuite vous aurez des communications, etc. pour savoir comment est-ce que c'est fait. Thomas n'a qu'à cliquer sur un bouton quasiment pour faire tout ça. Et la suite, même pas. Il a besoin d'une date. Grâce à l'IA. Il a besoin d'une date. Donc voilà, je pense que c'est les trois outils, et les trois sont hyper complémentaires, surtout Make, Airtable, je pense que c'est deux outils qui fonctionnent très bien pour justement faire en sorte d'aller un petit peu plus loin que ce que propose Airtable en termes d'automatisation. Et sur Bubble également, l'opportunité justement d'injecter du code pour pousser l'outil. Ouais, il y a deux philosophies. Il y a effectivement la philosophie no-code où on va vraiment essayer d'aller rapidement utiliser ce que nous propose de manière native chaque éditeur. Et ensuite, il y a une faculté aussi à intégrer du code qui va nous permettre d'aller un peu plus loin, notamment sur du Bubble, peut-être aller un peu plus loin que les limites de l'éditeur. Et ensuite, on a sur notamment nous les corporates, c'est vrai que c'est des outils comme Bubble, Airtable, c'est des outils qu'on va avoir du mal à proposer parce que comme je le disais tout à l'heure, ils ont tous leurs pros et leurs cons. Ces outils-là sont très bien pour du lancement de projet ou de la PME sur des choses qui fonctionnent très bien. Mais par contre, on va avoir des réalités associées vraiment au monde corporate qui va être plutôt des réalités en termes de sécurité, de cyber, où ce sont pour plein de raisons différentes, ce sont des technos qu'on va avoir du mal à vendre chez les clients. Et là, on va plutôt s'orienter, quand on va aller parler à un Dassault par exemple, on va plutôt aller s'orienter sur du Retool, qui est qui est en fait un outil qui va vous permettre de créer des back-office métiers de manière simplifiée, mais qui vont vous permettre aussi d'aller beaucoup plus loin en ajoutant du code JS et en faisant des requêtes SQL. Donc on va quand même assez loin. Et ensuite, on va avoir aussi des outils Flutterflow qu'on peut aussi utiliser, qui ont des spécificités qui sont notamment pour Flutterflow de faire du mobile only. Et de développer des apps mobiles. Donc en fait, chaque outil va avoir vraiment sa spécificité et encore une fois, je le répète, nous, c'est notre responsabilité en tant qu'agence de vraiment positionner la bonne stack en face du besoin. En termes de compliance, pourquoi on se projette plutôt sur ces outils? C'est qu'on va avoir des sujets de self-hosting où en fait les entreprises vont vouloir quand même hoster la donnée et l'application sur leur serveur. On va avoir aussi des sujets d'être propriétaire du code. Effectivement, il y a quand même certains éditeurs qui ne vous permettent pas d'être propriétaire du code. Vous n'êtes pas propriétaire du code qui vous permet de développer l'outil, alors que Flutterflow vous permet d'extraire du code pour pouvoir derrière changer de stack si besoin. Alors c'est des obligations un peu différentes dans le sens où là on va vraiment plutôt être à la frontière entre le low-codeur et le dev tradi. Mais en fait, nous on estime que c'est aussi deux mondes qui peuvent communiquer. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en place sur des projets un peu plus corporate qui aujourd'hui représentent pas la majorité de nos projets. On est encore très attaché au lancement de projets parce que c'est de là d'où on vient. Mais voilà, c'est un peu à peu près sur l'écosystème. Et comme disait Thomas, il y a plus de 1000 outils sur le marché. Nous aujourd'hui, on doit utiliser entre 5 et 6 outils. On sait exactement à quel use case y répondre. Et voilà.
Et d'ailleurs, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que plus on va vers le monde de la grande entreprise, plus les technologies associées, finalement, sont prises en main facilement par des développeurs. C'est quelque chose qu'on le voit, les développeurs traditionnels apprécient beaucoup des technologies comme Retool, par exemple, ou Flutterflow, parce qu'elles sont assez proches de leur mindset, de leur façon de programmer. Et ça, c'est assez remarquable. Après, encore une fois, les outils évoluent très vite. Bubble peut s'insérer dans un contexte corporate, sur certains projets, évolue aussi. C'est-à-dire qu'ils sont dans une démarche aussi d'aller vers les grandes entreprises, donc ils font évoluer leur technologie dans ce sens. Donc voilà, il faut surveiller, il faut être... et c'est pour ça qu'il n'y a pas une seule solution pour tout. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, il faut bien connaître les outils, leurs forces et les faiblesses, pour pouvoir proposer, si vous souhaitez monter votre agence, proposer des services, par exemple, proposer la bonne solution. Et l'avantage de toutes ces technos, en tout cas celles qu'on utilise, c'est que ça reste quand même des mondes assez ouverts, où on va pouvoir, tout à l'heure t'en parlais sur Eki, mais on va pouvoir se connecter assez facilement via des API à des outils de signature électronique. Il y a du paiement, je pense, sur Enki, donc on va aller se connecter à du Stripe ou à du Molly. Et en fait, on a assez peu de limites et ça nous permet d'aller assez loin dans le développement. Tout à fait. On a parlé pas mal de force des outils, de l'approche. Ce qui est intéressant aussi, toujours, c'est de peser on va dire plutôt pas les faiblesses, mais en tout cas on va dire plutôt les challenges qu'on peut rencontrer typiquement sur un projet low code. Donc peut-être petit tour d'horizon de ces challenges-là qu'on a rencontrés au sein de l'agence et qu'on rencontrera encore, ça c'est sûr. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Il y en a un que vous avez évoqué, enfin Mehdi, tu l'as pas mal évoqué, déjà c'est le choix du bon outil, de la bonne stack, on appelle ça un mapping technique, par rapport aux besoins du client. Donc ça c'est tout un processus d'identification du besoin, de compréhension, ce qu'on pourrait appeler un petit peu dans le jargon produit de la discovery, pour ensuite réussir à proposer au client le bon mapping technique, donc positionner les bonnes technos aux bons endroits avec le bon usage. Et réussir à faire en sorte que toutes ces technos puissent communiquer pour que l'expérience soit la plus fluide et la plus optimale possible. Donc ça, effectivement, c'est un enjeu, parce que comme tu le dis, Thomas, il y a des nouveaux éditeurs qui apparaissent constamment. Nous, on a nos favoris, mais il faut qu'on reste quand même en veille. Et parmi ceux que l'on a du coup le bon choix technique à faire, et puis surtout, il y a tout ce qui va, toutes les solutions qui vont graviter autour. Donc les solutions de paiement, les solutions potentiellement effectivement de signature de contrat, les solutions de cartes qui peuvent être interactives, des choses comme ça, qui vont nous permettre ensuite de dire quelles sont les bonnes solutions que l'on va appeler, que l'on va connecter avec notre cœur, notre solution cœur, pour faire en sorte que tout fonctionne bien. Et d'ailleurs, ça pose aussi la question, là on l'a vu récemment, où se situe la donnée mère, parce que souvent sur plutôt des projets scale-up ou grands comptes, ils ont déjà des outils, ils ont déjà une base de données qui est fournie, donc il y a des enjeux de migration de données, et aussi de se dire comment est-ce qu'on migre la donnée sur un nouvel outil, qui garde la donnée mère entre guillemets, et comment est-ce qu'on fait communiquer ces deux outils pour que le business continue à tourner, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des entreprises qui tournent au quotidien, et nous, même si on propose une nouvelle solution qui va prendre une partie de leur scope, on est censé faire en sorte qu'ils puissent travailler au quotidien. Donc ça, c'est un enjeu aussi assez important et qui questionne beaucoup la donnée. Ouais, il y a aussi un enjeu qu'on a avec Marie-Gaëlle sur la gestion d'un projet no-code ou low-code. C'est peut-être un peu contre-intuitif, mais on est sur des outils qui nous permettent d'aller vite. Et en fait, c'est pas toujours simple de faire comprendre aux clients à quel point on peut aller vite et à quel point il faut être flexible. En gros, en fait, on va, notamment quand on s'adresse à des enterprises, généralement ils sont en cycle en V, tout est bien défini en avance, etc. C'est un peu long. Nous, on arrive avec des technos assez novatrices qui vont nous permettre d'aller très rapidement. Et il y a certains clients, certaines typologies de clients avec qui c'est un peu compliqué parce que c'est contre-intuitif, on arrive avec des technos rapides et eux, on les bouscule un peu dans leur quotidien. Donc c'est un des challenges qu'on a de temps en temps sur les projets et la conduite du changement. Le plus dur n'étant pas toujours de développer le produit, c'est derrière de faire en sorte qu'il soit adopté par l'ensemble des équipes. C'est toujours un peu compliqué parce qu'en face vous avez un chef de projet, quelqu'un qui est responsable chez le client de la gestion du projet, de vous partager les volontés en termes de fonctionnalité, mais en fait
Derrière, faire en sorte que tous les utilisateurs comprennent l'utilisation de l'outil, comprennent vraiment le besoin auquel on a répondu. C'est pas toujours évident, mais après je pense que c'est universel cette difficulté à accompagner le changement. Mais c'est une difficulté qu'on a, en tout cas c'est un challenge qu'on a dans pas mal de projets. Ouais. Et du coup, ce qui est important, c'est vraiment d'identifier un petit peu le champion ou la championne qui connaît les ops et qui va pouvoir nous donner aussi beaucoup d'informations pour que nous, on construise un outil qui ait du sens par rapport au quotidien de l'entreprise et qui ensuite a aussi ce rôle d'aller un petit peu avec son bâton de pèlerin et de faire en sorte que les gens adoptent la solution. Et ça, effectivement, c'est aussi un sujet d'identification des bonnes personnes au sein des entreprises pour être sûr qu'on puisse bien travailler. Et aussi, en début de projet, on essaye, nous, avant même de commencer le projet, on essaye de comprendre vraiment, encore une fois, le besoin, mais surtout la structure du client. Parce qu'en fait, on a certains clients qui vont venir nous voir en recherchant vraiment un partenaire de confiance sur le long terme. Et il y a d'autres clients qui, en fait, vont venir nous attendre plutôt au tournant sur la partie sortez-moi une V1. Et derrière, moi, je reprends le lead dessus. Et en fait, même ce qui peut paraître être un détail est hyper important parce qu'en fait, il faut positionner la bonne techno encore une fois en face. Il y a des technos qui seront beaucoup plus faciles à prendre en main, d'autres qui seront beaucoup moins faciles. Donc, avant même en avant-vente, ce qu'on appelle en avant-vente, quand on essaye de comprendre vraiment les sujets auxquels on va faire face, c'est de comprendre la maturité du client, elle se situe où et quel va être en gros mon avenir. Est-ce que je vais toujours être avec le client pour l'accompagner sur le développement ou est-ce qu'il veut vraiment être autonome et prendre la main sur le sujet. Et ça, c'est un gros risque et un travers potentiellement du no-code, c'est effectivement un client qui voudrait reprendre en main l'application juste après nos services, après nos développements, en négligeant, en sous-estimant un peu la complexité que ça pourrait avoir. C'est-à-dire une personne qui n'est pas forcément formée à la technologie, mais parce qu'effectivement il y a quelques préjugés sur le no-code, c'est facile, je vais pouvoir mettre mes mains dedans. Et ça, c'est un écueil qu'on a eu beaucoup au début, où effectivement certains clients, notamment les entrepreneurs, mettaient les mains tout de suite dans Bubble, par exemple, dans l'application, et cassaient le produit, c'est-à-dire qu'il ne fonctionnait plus. Simplement parce que il avait touché à quelque chose d'anodin pour lui, mais pas du tout pour l'application. Et donc ça, c'est un des gros risques aussi. Et on est beaucoup plus vigilant là-dessus et on est aussi beaucoup plus force de recommandation auprès de nos clients. Donc ça, c'est le no-code fait un peu bouger aussi les lignes sur les profils, sur le côté RH. C'est-à-dire qu'on peut aussi aujourd'hui se poser des questions. Est-ce qu'un designer peut aussi prendre en main le no-code? Est-ce qu'un chef de projet peut prendre en main le no-code? Est-ce qu'un développeur finalement traditionnel peut aller sur le no-code? Donc voilà, ça fait bouger les lignes traditionnelles des profils. Et cette capacité à créer peut être un vrai accélérateur d'innovation dans la boîte, mais aussi un risque, un danger. Ça peut causer aussi des problèmes, on l'a vu dans certaines entreprises. Et donc il faut manipuler avec prudence et aussi se former, ça c'est important. Ouais, carrément. C'est vrai qu'il y a quelques paradoxes, dans le sens où, comme tu le dis Thomas, on pense que c'est facile, mais pour autant, c'est fragile, entre guillemets, mais on peut casser des choses et faire en sorte que le produit ne marche plus. Mais il y a aussi c'est rapide, du coup, je veux directement quelque chose avec une UI hyper fine, hyper léger, etc. Alors qu'on reste quand même dans de la gestion de projet digital et qu'il faut un processus itératif, donc d'itération, sortir des versions, s'assurer que les utilisateurs sont bien embarqués, améliorer les choses, etc. Parce que tout en sortant tout directement de notre tête, on a beaucoup de chances de se tromper si on ne donne pas aux utilisateurs. Donc c'est vrai qu'il y a ces deux paradoxes qui... Compliqué d'être chef de projet dans une agence no-code parce que les exigences sont très élevées aussi par rapport aux attentes rapides de la promesse aussi du no-code, parfois un peu surévaluée, mais effectivement, et aussi sur la présentation. Ouais, beaucoup de personnes pensent que c'est magique et qu'au final un chef de projet, moi je me mets dans cette catégorie, peut gérer ça. Alors elle est un peu galvaudée cette expression, mais c'est vrai que le no-code ça veut pas dire no expertise et en fait il y a vraiment un besoin derrière d'avoir des têtes pensantes, des gens qui savent structurer une base de données, qui savent gérer des workflows et c'est une expertise. Voilà, je vois que derrière ça... C'est assez d'accord, mais c'est une vraie expertise et pour le coup, c'est pas la courbe d'apprentissage, elle est beaucoup plus, je dirais, simple et moins importante que sur du code traditionnel. Mais par contre, il y a quand même besoin de se former dessus et ça c'est hyper important. Et c'est pour ça qu'à la fin de nos projets maintenant, on est un peu vacciné et en fait on montre un peu l'envers du décor au client.
pas pour le dégoûter, mais pour lui montrer qu'effectivement derrière il y a une réflexion, il y a du travail qui a été fait et que c'est pas donné à tout le monde et que nous on peut former les gens. S'il veut reprendre l'outil, ce qui fait partie de nos clients, il y a pas mal de clients qui décident de reprendre à un moment donné, d'internaliser les sujets, et c'est d'ailleurs très sain comme relation de se dire bon ben, je vous aide sur un premier projet et derrière vous internalisez, mais en fait c'est juste qu'il faut que derrière il y ait des équipes qui puissent mettre les mains dedans sans tout casser. Il y a une vraie conduite du changement du coup ouais. sur les projets no-code, ça c'est un vrai sujet. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour un petit peu des enjeux. Ouais. Peut-être avant de passer aux questions, il y a aussi souvent une question qui revient, qui est le sujet du ROI, du retour sur investissement des initiatives, des projets no-code. C'est pas toujours facile de le mesurer, mais pour autant c'est important voilà, en toute honnêteté de se dire effectivement par rapport aux expériences qu'on a eues, quels sont un petit peu les indicateurs clés de ROI qu'on peut suivre. Déjà pour nous, en tant qu'agence, et en tant que prestataire de service, mais aussi pour le client, finalement, où la promesse du no-code doit valoir la peine. Donc, comment aujourd'hui on mesure un ROI sur un projet no-code et qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus sur des projets qu'on a pu... Le ROI financier il est assez compliqué à calculer parce qu'en fait c'est compliqué de comparer. À la limite, ce qu'on pourrait comparer, c'est les clients qui sont partis, ça arrive sur du code tradi et qui en fait décident de revenir sur du code, sur du no-code et notamment du Bubble, on l'a eu plusieurs fois, où là on pourrait comparer le coût de chacun des développements. Mais il est quand même assez compliqué à donner. Moi, le ROI côté client, la valeur qu'on essaye de comprendre dès le début, c'est en fait quelle va être le critère clé de succès d'un projet, et généralement c'est le temps gagné et la capacité à itérer. On se répète beaucoup, mais c'est la capacité à itérer. Et un client qu'on accompagne comme ITF depuis 3 ans, en fait, alors là pour le coup de manière opérationnelle en Ops, on sait qu'on leur a fait gagner, on a divisé par 10 le temps des responsables pays, mais même en termes de faculté à aller loin, à implémenter de la donnée, c'est des choses qu'ils auraient eu beaucoup plus de mal à faire sur du code tradi, parce que beaucoup plus de complexité, beaucoup plus de temps passé. Donc j'aurais tendance à dire que nous, le ROI, on essaye de le calculer sur le temps, parce que généralement on travaille beaucoup sur des applications de métier aussi B2B, c'est le temps qu'on fait gagner aux opérationnels sur le terrain, et c'est généralement le critère clé du succès d'un projet chez nous. Je ne sais pas si sur le client tu as quelque chose à rajouter. Non. Sur ce que tu viens de dire, moi je vois pas. Okay. Non, et plutôt l'autre qui pour nous en tant qu'agence est important. C'est effectivement, comme vous avez pu le voir, là, ITF, c'est un projet qui suit Cube depuis 3 ans et demi. Donc ça, c'est une métrique qui est hyper importante pour nous, se dire qu'il y a effectivement de la valeur qui est apportée aux clients, ce qui fait que finalement, on fidélise. Et c'est grâce à cette valeur avant tout qu'on fidélise. Et les clients, ensuite, continuent à travailler avec nous pour apporter des améliorations, parfois pour bifurquer vers des verticales de leur métier qu'ils identifient au fur et à mesure du business, parfois aussi pour pivoter, mais en tout cas, à partir du moment où on arrive à leur montrer la valeur avec un MVP, un POC, une première version, peu importe comment on l'appelle, mais avec un premier produit qui est délivré, ensuite il y a une confiance qui s'instaure et puis surtout ils se rendent compte qu'effectivement on peut aller très vite, qu'ils délivrent de la valeur à leurs utilisateurs, qu'ils soient internes ou externes, et du coup finalement ils gagnent de l'argent. Donc il y a cette fidélisation qui est hyper importante à calculer, ou en tout cas à mesurer. Si on est capable de faire 3 versions sur un temps donné alors qu'on peut en faire qu'une seule avec d'autres approches plus traditionnelles, pour le client ça a une valeur incroyable parce qu'il va pouvoir itérer plusieurs fois, potentiellement ajouter de nouvelles fonctionnalités dans un cycle de développement, et ça c'est pour nous c'est essentiel. C'est vraiment là, le temps c'est de l'argent, donc forcément c'est vraiment la valeur qu'on va suivre. C'est-à-dire construire plus, délivrer plus de valeur pour le client dans ses projets. Ça c'est vraiment fondamental pour nous. Ok. On a fait un bon tour. Et on va passer aux questions. Peut-être juste avant, et sans langue de bois, quelle est votre technologie préférée? On va dire la même, je pense. Ah ouais? Vas-y. Je sais pas. Allez-y. Historiquement, Bubble, on est quand même très proche de... On s'est lancé... Pas de risque. Non, on s'est lancé sur du Bubble, on a accompagné du lancement de projet, c'était toujours... moi c'est la techno... On est assez proche d'eux historiquement, et là c'est vrai que le fait de parler à des corporates et aller creuser aussi du retool, essayer de voir ce que ça peut amener, c'est vrai que le challenge est hyper excitant.
mais j'aurais tendance, si je devais en choisir qu'une, j'aurais tendance à dire Google. Je peux pas en choisir qu'une. Ah. Comment Non, moi je dirais, mais c'est plutôt à titre personnel, c'est pas forcément, je pense qu'on pourrait faire dans l'agence, même si on fait des projets dessus, mais ça va être le combo Airtable Make que je trouve hyper puissant. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas des interfaces qui sont les plus canons, mais en tout cas pour faire de la gestion interne, des ERP, c'est deux outils qui se marient très bien et qui permettent de faire des choses assez folles. Vous êtes bien complémentaires. Ouais, je pensais qu'on allait dire la même chose. Et non. Et ben on va passer aux questions. Du coup, si vous en avez, n'hésitez pas sur les premiers projets qu'on vous a montrés ou sur l'agence. Moi j'ai une question, il y a à peu près 1000 outils, aujourd'hui on code peut-être même plus, il y en a 999 qui ont rajouté une couche d'IA à l'intérieur. Ça vous sert à quoi concrètement l'IA aujourd'hui? Alors, c'est une très bonne question. C'est quelque chose qui est de plus en plus demandé par nos clients. Alors, il y a deux choses à différencier. Il y a effectivement les éditeurs qui rajoutent de l'IA, notamment un Bubble qui rajoute de l'IA pour shipper plus rapidement de l'UI, des vues prédéfinies selon un prompt ou selon un besoin. Nous aujourd'hui, c'est des choses qu'on utilise pour le moment pas trop, parce qu'en fait on a un process qui nous permet quand même d'aller assez vite et ça n'a pas encore été, je dirais, vraiment poussé au point de le mettre sur des projets clients. Par contre, on a de plus en plus, il y a un deuxième sujet, c'est les clients qui nous demandent d'intégrer l'IA à leurs outils et aux plateformes qu'on leur crée. Et là, c'est vrai que c'est un peu infini. Le problème, enfin en tout cas le risque de l'IA, c'est qu'on ne connaît pas trop le résultat qui va sortir au final, que c'est assez inconnu. Et donc nous, on est vraiment dans une approche hyper, je dirais, où on a envie de découvrir, mais c'est toujours des sujets un peu compliqués à anticiper, parce que si je vous écris un prompt, je ne sais pas exactement quel va être le résultat final. Et donc ça, il y a toujours un risque lié à ça. Mais par contre, nous, on est tous alignés pour dire que demain, ça va être, demain et même aujourd'hui, c'est des sujets qu'on a besoin de comprendre, qu'on a besoin de mettre en avant sur nos projets. Et c'est vrai que c'est une demande du marché qui devient hyper importante. Après, l'IA en mode copilot s'intègre Ouais. l'outil, mais on n'est qu'au début. C'est vrai que dans leur roadmap, ils vont intégrer de plus en plus de fonctionnalités et même aller jusqu'à créer des applications à partir d'un prompt. Mais ça, on a déjà testé beaucoup de choses. C'est assez déceptif parce qu'au final, il y a toujours besoin de personnalisation. C'est même un chantier qu'on avait initié même avant à l'arrivée de ChatGPT, ou comment finalement créer plus facilement une structure d'application par rapport à un texte. C'est ce qu'on avait initié comme projet en interne il y a longtemps. Dans les faits, ça vous fait gagner très peu de temps, parce qu'il va falloir personnaliser. Un projet, c'est unique, et donc il vaut mieux partir de la structure. Mais par contre, utiliser l'IA dans une plateforme pour faire gagner du temps à nos clients, aux opérationnels, encore une fois, je disais que le ROI principal, c'était combien de temps on fait gagner aux opérationnels de nos clients. Là, pour le coup, c'est hyper important, et c'est des choses qu'on a mis sur une plateforme d'assurance il y a assez récemment. C'est des choses qui vous permettent de faire gagner beaucoup de temps à nos clients. Mais c'est vrai que dans l'éditeur, c'est un peu, aujourd'hui, c'est pas suffisamment éprouvé. Ouais, peut-être pour rebondir effectivement sur un autre exemple d'intégration d'IA pour la génération de messages automatiques en récupérant par exemple certaines données personnalisées, c'est des use cases qui sont assez simples, qui s'intègrent facilement. Aujourd'hui, ChatGPT s'intègre facilement, donc voilà, il y a des usages. Par contre, moi je sais que j'ai un petit peu essayé plutôt sur la partie product management, création de wireframing, donc des écrans basse fidélité, d'utiliser des plateformes qui intègrent l'IA. Comme le disait Thomas, pour moi c'est plus déceptif qu'autre chose, parce que je suis obligée de retravailler mon prompt, de me casser la tête pour un prompt qui va me sortir des bonnes choses, et finalement j'aurais gagné du temps à faire mon wireframe sur papier finalement. Donc on est aux prémices, effectivement ça va s'améliorer, mais pour le moment... Après il y a d'autres usages qui sont en interne sur nos métiers pour gagner du temps, que ce soit sur la gestion de projet, que ce soit pour faire du benchmark. Par exemple, 3 solutions qui se valent, on peut demander à ChatGPT en nous laissant un petit peu de nous dire celle qui est la moins chère, celle qui correspond le plus à notre use case, des choses comme ça. Là, c'est intéressant. J'ai une petite question.
question qui n'est pas innocente, je pense, parce que j'ai regardé un petit peu les solutions existantes et j'ai cherché aussi de l'information et j'en ai pas trouvé. C'est la posture des éditeurs de solutions no code, alors un peu moins no code, mais de solutions no code sur l'accessibilité digitale. Il y a un vrai sujet de compliance qui arrive comme un cheval au galop. Et je suis expert Accessi Web depuis 2005, donc je l'ai bien vu arriver, je vois bien. Et aujourd'hui, il y a zéro prise de parole, zéro position sur l'accessibilité. Et là, je pense que vous savez, c'est en termes de business pour votre business à vous, c'est un énorme frein à court terme. Non, tout à fait, on a suivi la réglementation, elle va se renforcer. Je la connais par cœur. D'ailleurs, on cherche un consultant. Non, mais pour le coup, c'est vrai. Oui, pour la France. Je pense que les éditeurs, de manière purement pragmatique, alors je connais pas les réglementations. Et ils ont le même problème en Europe, aux États-Unis. Oui, mais tout à fait. Ouais, tout à fait. Mais je pense que dans leur roadmap, c'était pas la priorité, il faut être honnête. Ils ont plutôt travaillé les fonctionnalités, puis la performance, et maintenant on arrive sur ces sujets. Donc on fait avec ce qu'on a, ça c'est évident. Mais ce qui est sûr, c'est que les éditeurs bougeront avant nous, parce qu'on a besoin de toute façon. Donc je suis assez rassuré sur le fait que si ça devient une réglementation, si elle se durcit, ils n'auront pas le choix, et donc du coup, ils vont revoir leur roadmap pour mettre en place les options de personnalisation qui seront nécessaires. Mais c'est quelque chose, j'ai eu ce sujet récemment, j'ai échangé avec une très grande entreprise française, et notamment sur des outils, alors pas Bubble en particulier, des outils un peu plus low code, et justement l'éditeur se faisait challenger sur ce sujet. Ils avaient des réponses qui allaient dans ce sens-là. Ouais, les réponses pour l'instant c'était. Mais ça arrive, ça arrive avec Oui, et c'est aussi un enjeu pour nous. Nous aussi, on peut se faire challenger par nos clients là-dessus, notamment on peut penser à des organismes de formation, des choses comme ça, qui sont obligés en fait de s'aligner et d'avoir des plateformes qui sont accessibles. Donc là, nous, on travaille plutôt sur des enjeux design pour faire en sorte que nos produits le soient, mais voilà. C'est vrai qu'on est assez proche de certains des éditeurs, notamment Bubble. On essaye de pousser aussi ce à quoi on est confronté sur le terrain. Et ça, c'est un des vrais sujets. Et effectivement, comme disait Thomas, je ne pense pas que c'était la priorité, mais ça va le devenir. Parce que c'est ça, je pense, au-delà de problèmes et de parts de marché qui risquent de perdre. C'est pas leur responsabilité. Leur responsabilité, c'est de l'entreprise qui va appliquer ensuite les règles et qui va le faire correctement en formant les gens, mais c'est la capacité de pouvoir au moins les appliquer. Bien sûr. Oui, et de faciliter du coup la proposition. C'est sûr. Moi j'ai une question. Yes. Déjà merci pour vos interventions, c'était très intéressant. J'ai une question sur les challenges que vous avez décrits. Vous avez notamment décrit l'avant-vente avec différents éclairages, aussi ce qui est en fin de course, tout ce qui est évangélisation, conduite du changement, maximiser l'adoption de ce qui a été développé. Il y a un challenge, je me demandais si vous alliez le citer ou pas. J'y ai pensé quand tu as cité le cas du client qui enfile le projet Bubble qui fait 3 clics et qui cache tout. C'est ce qu'on appelle dans le jargon CICD, l'intégration continue, c'est-à-dire la mise en place de tests automatiques, de tests de non-régression. Parce qu'il me semble que ce que vous avez cité comme thématique, c'est assez universel, c'est pas spécifique au no-code. Et moi, je me posais la question, pour la mise en place de tests automatiques, et éviter ce cas où on casse tout, est-ce que c'est une problématique est-ce que c'est une problématique pour le no-code? Est-ce que c'est déjà suffisamment pris en charge par les éditeurs eux-mêmes pour les gros risques? Est-ce que vous mettez en place des choses pour éviter les dégâts? C'est une bonne question. Aujourd'hui, on est sur des technos qui sont quand même assez jeunes, qui ont tout intérêt, on le voit, elles essayent aussi de matcher un peu ce qui se fait, notamment sur des langages plus traditionnels et des façons de gérer un projet de manière plus traditionnelle. Aujourd'hui, c'est vrai que on avait essayé des outils de tests unitaires, etc. C'est moins avancé que moi ce que j'ai pu retrouver dans mes expériences passées, notamment où on était sur du code traditionnel. On sait que ça bouge beaucoup, on sait qu'il y a de plus en plus d'outils qui vous permettent aussi de procéder à de l'alerting quand vous avez un souci sur votre plateforme. Donc c'est des choses qu'on met en place notamment sur les projets de nos clients, où on va venir en fait plugger des solutions qui vont vous permettre d'être alerté si jamais il y a quelque chose qui est cassé. Mais par contre sur le test unitaire en lui-même, c'est des choses qui sont encore assez
peu mature dans cet univers-là, et c'est quelque chose qui est assez dommage. Mais tout dépend encore de la techno, c'est toujours pareil. Ouais. Plus on va aller vers des contraintes enterprise, plus on va utiliser des technologies enterprise, et donc typiquement, il va y avoir 3 environnements déjà. Le pré-prod manque dans Bubble par exemple, ça c'est un sujet. Aujourd'hui on a 2 environnements, et donc en fait les problématiques des clients vont être plus importantes, et donc du coup on va adapter toujours pareil l'outil. Mais effectivement, c'est un peu comme l'accessibilité, on n'a pas forcément toutes les options et d'ailleurs c'est un des regrets je pense sur certains outils qu'on aime beaucoup, où il manque certaines fonctionnalités propres au développement, pour justement le pipeline de déploiement, pour les tests automatisés, etc. Alors que certains l'ont, et donc du coup, encore une fois, je suis assez confiant sur le fait qu'ils vont évoluer dans le bon sens, parce que je pense toutes les technologies ont l'ambition de viser large, de ne pas juste être utilisées pour des POC. Donc on manque encore d'options, elles arrivent, certains l'ont déjà, et donc du coup c'est pour ça qu'on les réserve pour les projets qui ont plus de contraintes. Mais oui, non, c'est quelque chose sur lequel une agence qui veut se positionner sur le monde de l'entreprise doit avoir dans son process, parce que sinon on s'en sort plus, ça c'est sûr. Carrément. Bonjour, oui. Merci en tout cas pour le partage des informations, surtout la qualité des informations. Moi je voulais juste vous demander par rapport justement à l'outil Bubble, vu qu'il y a des templates sur le marketplace qui sont proposés, et est-ce que justement vous préconisez quelques templates qui sont déjà prédéfinis, surtout sur des use cases assez classiques, que ce soit sur une typologie de marketplace ou autre? Il y en a qui sont gratuits, d'autres payants. Est-ce que des fois ça peut justement vous faire gagner beaucoup de temps d'utiliser des templates déjà prédéfinis? Assez peu. Ouais, je pense que nous on n'utilise pas. Peut-être qu'on en a utilisé à un moment, mais je pense pas. On n'utilise pas parce qu'on a aussi, en tant qu'agence, cette notion de premium et de personnalisation. Donc c'est important que le client sente. Il y a des équipes, il y a des designers qui travaillent sur toute la partie UX, sur toute la partie. Donc UX c'est les parcours utilisateurs, et UI c'est plutôt l'apparence de l'interface, et pour avoir une expérience très personnalisée. Après, je sais qu'en interne, il y avait eu un chantier à un moment où on voulait templatiser effectivement pour pouvoir effectivement gagner du temps, mais c'était plutôt un template custom qu'on voulait créer nous-mêmes, qui aurait pu avoir un petit peu comme but marque de fabrique, genre on reconnaît un template cube, mais pareil c'est quelque chose sur lequel on a laissé un petit peu de côté, je crois. Il y a pour le coup, si on veut être hyper transparent, il y a des agences qui travaillent uniquement sur du template. Nous, c'est pas le choix stratégique qui a été fait, parce qu'effectivement, on a envie de se positionner de manière un peu premium. Et aujourd'hui, on repart un peu de zéro pour chaque projet, mais on réutilise des composants qu'on avait sur d'autres projets, parce qu'en fait, ce côté optimisation du temps, si on peut aller encore plus vite en utilisant des composants qui ont déjà fonctionné sur des projets et qui ont été éprouvés, c'est hyper bien. Mais par contre, vous proposez presque une app, un template. Pour le coup, on est assez sceptique sur cette approche, parce qu'en fait, chaque business a encore une fois ses spécificités. Et nous, on a plutôt une orientation custom, vraiment qui nous tient à cœur. Puis on aurait pu le faire si on faisait qu'une typologie d'application. Ouais. Typiquement, l'application de réservation dans la food pour les restaurateurs. On aurait pu se dire effectivement on templatise et on crée finalement une usine, une factory à développement de ce type d'application. Donc c'est pas le choix qu'on a fait. Et en fait on a une approche finalement trop sur mesure pour faire du template. Mais on va quand même avoir recours à tous les avantages du no-code, et notamment des plateformes dans la façon de créer, et puis aussi l'expérience qu'on a accumulée, le process. Mais par contre effectivement on n'utilise pas de template, et puis je pense qu'on l'avait un petit peu essayé au début, c'est assez difficile pareil, prendre un template pour finalement faire un projet sur mesure. On va perdre plus de temps à déconstruire le template, et d'ailleurs il va généralement va y avoir des problèmes en faisant ça, c'est sûr, et puis ça va pas forcément être très optimisé. Donc autant faire directement l'application. Ouais. Pour répondre à la question, non, on n'a pas recommandé. Système et variable, pour les Personnel. Pour un propre développement plutôt que pour l'agence. Ouais, mais du coup on n'a pas trop de... Enfin moi en tout cas j'ai pas de recommandation particulière. Yes. Il y a une question, mais c'est plutôt sur le rapport avec le client, quand on commence à capter. J'aimerais savoir comment vous communissez de fausses pistes, comment est-ce que vous cadrez le projet, les échanges avec le client au départ quand il exprime son besoin, et que faut pas être trop enthousiaste et dire j'ai compris ce qu'il fallait faire
allez on y va et pas tomber dans l'arbitrage. Là, il y a de l'expérience là. Et je pense que c'est vraiment fondamental parce que Ouais. en fait la promesse du no-code c'est quand même d'une certaine manière d'aller vite sans baisser la qualité. Donc on ne peut pas aller vite si on n'a pas une expression de besoin qui est vraiment bien ficelée. Ouais. Comment on fait? Alors, j'ai une question complémentaire. Comment vous faites pour éviter d'expliquer 20 minutes ce que c'est que le no-code à un client avant même de commencer la conversation? bah moi j'ai de la chance pour le coup, généralement les clients sont assez matures sur ce qu'est le no-code. Donc ça c'est plutôt positif. Mais par contre, pour revenir à la première question, sur les 4 dernières années, on a appris beaucoup sur comment gérer un client qui venait, comment bien aligner ses attentes par rapport aux résultats qu'on pouvait en sortir. Donc aujourd'hui, on a un process qui est plutôt bien établi, où en fait, quand un client vient nous voir, on a un premier call où on va discuter avec lui, on va essayer de comprendre le besoin assez haut niveau, on va essayer de définir plein de choses, qui va l'utiliser, etc. Quel est le budget aussi du client, c'est quand même important. Et à partir du moment où, à la suite de ce call, on sait que c'est un projet qu'on va potentiellement pouvoir adresser avec nos technos, que ça rentre dans le budget et que on a la chance aujourd'hui de pouvoir choisir nos clients et qu'on a envie de travailler sur cette typologie de projet, on va faire des ateliers d'avant-vente qui sont hyper importants justement pour cadrer le projet. L'idée, c'est pas d'aller dans un détail hyper défini parce que ça irait un peu à l'encontre du précepte du no-code et de la philosophie du no-code qui en fait se veut aussi itérative, et ça sert à rien de passer 1 an sur un cahier des charges alors que vous allez mettre 1 mois à le développer. L'idée, c'est de se dire on a une idée globale du périmètre qu'on veut développer et on y va assez rapidement. On est confiant qu'on va pouvoir évoluer sur le projet au fur et à mesure. Et donc durant ces ateliers, ce qu'on fait, on va faire un premier mapping technique, c'est ce que disait Marie-Gaëlle tout à l'heure, où on va en fait identifier les différentes technos qu'on va utiliser, par exemple du bubble en cœur du réacteur, on va connecter un Stripe, on va connecter un Postmark pour les emails, etc. Donc on va faire un mapping haut niveau, et ensuite on va aller un peu plus dans le détail, où on va faire ce qu'on appelle un backlog prévisionnel, où on va lister l'ensemble des fonctionnalités qu'on a en tête, qu'on a discuté en amont avec le client. On va essayer de poser pour chacune des fonctionnalités une hypothèse. Donc je donne un exemple qui est plutôt un exemple assez simpliste, mais par exemple en tant qu'utilisateur, je veux me connecter à la plateforme. En fait, vous allez avoir 1000 façons de le traiter. Vous allez avoir la façon la plus simple, c'est mail, mot de passe, mais vous allez avoir la façon un peu plus complexe où je vais devoir me connecter avec mon Google, avec mon LinkedIn, etc., mon téléphone. Je veux avoir un code de double authentification. Donc en fait, il y a 1000 façons de traiter les choses. Donc pour chacune des fonctionnalités en backlog scoping, on va y poser des hypothèses. Et en fait, l'avantage de ça, c'est que chacune des fonctionnalités qu'on va poser, on va l'estimer en nombre de jours. Ce qui fait qu'à la fin de l'atelier ou des 2 ateliers d'avant-vente qu'on a avec le client, on est en mesure de se mettre d'accord sur un périmètre, de se mettre d'accord sur un scope global et de se mettre d'accord sur un nombre de jours d'estimé. Et à partir de là, le client est plutôt aligné avec nous. Et nous, c'est aussi un confort pour nous de se dire on sait dans quoi on s'embarque. On sait que le client il est aligné avec ce qu'on a en tête et il n'y aura pas de surprise à la fin du projet d'un scope qui est pas respecté, etc. Et la charge de la rédaction de ce backlog-là, elle est vraiment partagée ou c'est particulièrement l'agence qui doit prendre sur elle de lister toutes ces user stories avec la charge associée, etc. Parce que finalement, quand on en arrive au backlog, c'est un peu le Graal. Si on a un backlog qui est bien ficelé, on sait exactement quantifier le temps de travail, la complexité, etc. Et ce qu'on peut faire pour le client en face d'un. Complètement. Alors, le travail, ça peut dépendre, mais le travail est plutôt de notre côté. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, est-ce que c'est un client avec lequel on a envie de bosser? Est-ce que c'est un projet sur lequel on a envie de bosser? Parce que, très honnêtement, en tant qu'agence, c'est un pari. On se dit, on va faire ce travail un peu gratuitement parce qu'on a envie de bosser sur ce projet, on y croit et on sait que demain, ça pourrait être une belle réussite. Donc ce travail il est plutôt porté par l'agence, ce qui ne veut pas dire que le client ne nous envoie rien. Généralement, ils ont un brief, ils ont travaillé sur des documents qui nous permettent aussi de travailler sur ce backlog. Après, il faut garder en tête que ce backlog scoping, ça reste quand même un backlog haut niveau. Encore une fois, c'est pour être certain qu'on est aligné sur la globalité du projet, mais on ne va pas aller dans un détail hyper poussé de flowchart, de wireframe, etc. On va rester vraiment sur un listing de fonctionnalités avec des hypothèses, mais c'est un travail qu'on fait nous parce qu'on se dit ça peut être un projet intéressant pour l'agence
sur le court terme et le long terme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille en régie, hein. Donc on travaille au temps passé, malgré le fait qu'il y ait des estimations. Ouais. Nous, on est convaincu qu'un cahier des charges, bien qu'il fasse 100 pages, Il y aura à la toujours, finalité, on ne suivra pas le cahier des charges parce que le client a changé d'idée, parce que en fait, on va se rendre compte dans les ateliers de conception avec des experts produits qu'il va falloir optimiser les parcours. Donc on trouve ça un peu, aujourd'hui, c'est l'ancienne école, quoi. Il faut, avec ces nouveaux outils, donner un peu plus de flexibilité. Et quand elle est bien pensée, cette flexibilité, et que le client adhère à cette méthodologie de régie, de plus en plus d'agences d'ailleurs importantes fonctionnent comme ça, sur des gros projets, c'est indispensable. Parce que la frustration, elle serait terrible si en fait on devait dire à un client, finalement on lance le projet en forfait, sur une ligne du cahier des charges, le client souhaite changer finalement ses spécifications et que l'agence lui dit ça va pas être possible. Ou alors vous envoyez des avenants à l'appel €. et c'est pas agréable en termes de relation client. Et ce qu'on essaye de faire notamment dans cette logique d'itération, c'est que notre client, pendant le projet, on fait des démos régulières avec lui et on le met en fait à partir du moment où on est suffisamment confiant que le client, même pendant la phase de développement, peut aller sur l'outil lui-même en autonomie. On lui donne des accès, on lui donne des outils qui lui permettent d'écrire des tickets parce qu'on se rend compte qu'à partir du moment où le client, enfin en tout cas l'utilisateur est sur l'application, même en phase de développement, en fait il va se dire ça peut-être qu'on n'y avait pas pensé mais ça pourrait être une bonne idée. Donc au fur et à mesure il va lui-même construire son backlog et sa roadmap qui sera effectivement discuté en atelier avec le client par la suite. Mais en fait c'est hyper important pour nous de garder le client dans la boucle, pas de rentrer dans un tunnel de développement de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et donc quoi qu'il arrive, on a des relations, que ce soit en avant-vente ou pendant le projet, on a des relations en tout cas des échanges hyper réguliers avec le client, parce que la régie implique ça aussi, l'évolution de budget, etc. Parce que le client veut rajouter une fonctionnalité. Nous, on estime la fonctionnalité, on lui dit cette fonctionnalité, il faudra rajouter 2 jours. Mais on a une relation hyper proche de nos clients. Voilà. Et peut-être pour compléter, parce que là, du coup, on a parlé de l'avant-vente, on a parlé un petit peu de la phase de développement, il y a quand même toute la phase de compréhension, parce qu'une fois que le projet est vendu, il y a quand même toute une phase où le produit arrive et il faut comprendre le produit, il faut comprendre les parcours utilisateurs. Donc c'est ce qu'on appelle la discovery que j'ai pu évoquer tout à l'heure. Donc là, il y a des méthodes qui ont été mises en place par des gens qui les ont très bien pensées, qu'on a adaptées, mais ça nous permet déjà de dérisquer aussi, de se dire ok, moi j'ai un scope. Ce scope, il rentre dans ça. Ce scope, ensuite, je vais aller le découper en plein de petites fonctionnalités. Évidemment, comme les disait Mehdi, c'est assez haut au niveau. Et ça permet d'identifier assez tôt des choses qui sortent déjà du scope. Et de pouvoir déjà dire, ok, là, effectivement, ça, c'était pas prévu. Est-ce que tu es ok pour ajouter tant de jours, et donc tant de budget, ou pas? Et dans ce cas-là, on a des méthodes aussi de priorisation qui nous permettent de dire, ok, tu veux pas, il n'y a pas de possibilité d'augmenter le budget. Il faut prioriser par rapport à ce qu'on a. Et du coup, il y a des features, des fonctionnalités qui vont peut-être être programmées pour plus tard, d'autres qui vont rester dans notre scope initial, d'autres qui vont peut-être mourir dans l'œuf parce que finalement on se rend compte qu'elles n'étaient pas utiles. Mais en tout cas, il y a toutes ces méthodes-là effectivement qui nous permettent ensuite de dérisquer au maximum quand on rentre en dev. Ouais. Mais voilà, logique itérative, il y a des choses qui viennent tout le temps, c'est normal. Les clients ont des idées, il y a des équipes qui demandent des nouvelles choses. Pendant que nous on développe, le business il tourne. Donc il évolue, il change et on doit s'adapter. Le no-code nous permet de le faire assez bien. Le seul avantage, c'est que le build de la tech se fait assez rapidement. Parce qu'en fait, tout ce qui se passe avant, que ce soit l'UX Research, que ce soit la Discovery, prend le même temps que n'importe où. Et c'est plutôt vos équipes qui le font ou c'est les équipes de vos clients? Vos clients sont pas assez gros aujourd'hui pour avoir des équipes intégrées. Ouais. Ça se passe comment? Ça dépend. Ça dépend beaucoup selon l'intérêt, c'est de pouvoir faire de l'itératif et de pouvoir travailler avec les utilisateurs. Et avoir du feedback. En fait, on va avoir 2 typologies. On va avoir 2 typologies de clients, des clients qui nous attendent vraiment alors c'est plus rare, mais des clients qui nous attendent vraiment sur de l'exécution presque technique. Ils ont une équipe produit, ils ont des designers et ils arrivent avec tout qui est prêt. Nous, on leur fait des recommandations, notamment par rapport à la techno, qu'est-ce qui est facilement intégrable, etc. Mais ils nous attendent plutôt sur le volet de l'exécution technique, mais c'est quand même plutôt rare. Et la majorité de nos clients vont en fait plutôt nous attendre. En fait, on ne se vend pas tellement comme agence de développement seulement, mais plutôt comme une agence aussi de réflexion produit, où en fait en amont, et nous c'est ce qu'on aime bien faire avec Marie-Gaëlle, c'est penser le produit avec le client. Les réalités métiers, c'est le client qui les connaît.
Nous, on ne va pas inventer son métier, c'est lui qui va venir nous nourrir avec ce qu'il connaît. Mais par contre, nous, on a quand même une expertise sur le produit. On a quand même fait pas mal de projets dans des verticales différentes. Donc en fait, on sait on sait ce qui marche et ce qui marche moins. Donc en fait, c'est presque une co-construction qu'on fait avec le client. Mais effectivement, il y a des clients qui viennent, ils ont tout de prêt et ils nous attendent vraiment sur le volet de l'intégration technique. Ça peut Ils n'ont même... pas trop le temps d'avoir des idées entre la première version et... Oui, c'est ça. Ça accompagne aussi des enjeux. Exactement. Ouais, Exactement. Et effectivement, cette typologie de client, parfois, on se rend compte que souvent, on se retrouve à faire du produit, dans tous les cas, parce que effectivement, ils ont des planches qui sont très jolies, qui sont très bien pensées, mais il manque des bouts de parcours. Du coup, nous, on ne va pas intégrer ça de cette manière-là, parce que sinon, c'est une solution qui n'est pas utilisable. Donc, finalement, on se retrouve quasiment tout le temps. Enfin, en tout cas, j'ai pas fait de projet où le client est arrivé avec tout son cahier des charges bien ficelé, et on ne s'est pas retrouvé à faire du produit dans tous les cas. On a dépassé l'heure. Ce que je vous propose, c'est que si vous avez d'autres questions pour Mehdi, Marielle ou moi, on peut en parler. On a des pizzas normalement qui sont arrivées, et je vous propose de faire un petit after work. Merci à beaucoup. tous.